Richeuse, Richer, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les Exchange Traded Funds ou ETF pour les intimes. Qu'est-ce qu'un ETF? Que va reproduire un ETF? Quels sont les paramètres importants à connaître, à regarder au niveau de nos ETF? Et surtout, comment savoir tout le temps, constamment, quels sont les meilleurs ETF sur lesquels on peut investir? Niveau de difficulté, un Rich, pas de prérequis, du coup, c'est parti. Si tu ne me connais pas encore, je suis Geoffrey, le fondateur de Rich, entreprise dont l'objectif est de t'aider à atteindre tes propres objectifs. Et pour atteindre nos objectifs, on a souvent besoin de faire appel à la finance. Avant de commencer, pense à t'abonner et à nous suivre sur les différents réseaux afin d'être informé des nouveautés et de pouvoir facilement partager l'information avec tes proches. Tous les liens présentés dans la vidéo sont disponibles dans la description situé sous cette même vidéo. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'un ETF? C'est un produit financier qui est en quelque sorte un panier avec un ensemble de valeurs. En cela, en une seule fois, cela permet d'investir dans notre panier, donc dans l'ensemble des valeurs qui composent notre panier. Ce qu'on va retrouver dans ce panier dépend de l'objectif de ce dernier, donc dépend de l'objectif de notre ETF. Historiquement, les ETF ont été créés pour répliquer la performance d'un indice. Et là, tu vas me dire, ok Geoffrey, c'est super, on réplique la performance d'un indice, mais c'est quoi un indice? Eh bien en bourse, un indice, c'est un indicateur qui permet de mesurer la performance d'un marché financier ou d'une partie de ce dernier. Tu as certainement déjà entendu parler des indices. Par exemple, en France, on retrouve le CAC 40, en Allemagne, le DAX, aux États-Unis, on va retrouver le Dow Jones, le S&P 500 ou encore le Nasdaq. Pour bien comprendre ce qu'est un indice, je vais faire un focus sur le CAC 40 et je peux déjà dire que CAC signifie cotation assistée en continu. En ce sens, ça va évoluer constamment et c'est bien normal puisqu'on va suivre le cours des actions qui en bourse fluctuent tout le temps. Tu vois apparaître sous les yeux un graphique, celui de Saint-Gobain, qui évolue en fonction de l'offre et de la demande. À combien nos acheteurs sont prêts à acheter versus à combien nos vendeurs sont prêts à vendre. Le cours est fixé à partir du moment où acheteurs et vendeurs se mettent d'accord. Finalement, c'est un petit peu comme quand tu vas faire tes courses au marché. Et dans le CAC 40, il y a 40 pour les 40 plus grosses entreprises françaises qui sont cotées en bourse. La place boursière européenne la plus importante, Euronext, est chargée de générer notre indice avec des règles qui sont déterminées à l'avance. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ça ferait appel à des notions, également du vocabulaire supplémentaire tel que capitalisation ou liquidité. Et l'objectif ici, c'est de faire un focus sur les ETF. Cela étant, si ça t'intéresse d'en apprendre davantage dans le domaine financier, je t'invite à suivre la chaîne et bien sûr à t'abonner. D'une manière générale, tu l'auras compris, le CAC 40 ou d'une manière générale un indice, son objectif est de suivre la tendance des performances des entreprises, donc ici en l'occurrence de la France puisqu'on est sur le CAC 40, et on estime que si nos 40 plus grosses entreprises françaises vont dans une direction, eh bien en moyenne toutes les entreprises françaises vont aller dans cette même direction. Du coup, on va pouvoir interpréter notre indice. Si notre indice se dégrade, on estime que c'est la santé économique française dans sa globalité qui se dégrade. Si notre indice s'améliore, eh bien on estime que la santé économique de la France s'améliore aussi. Tu vois apparaître sous les yeux le graphique qui va te donner l'évolution du CAC 40 et tu remarqueras que l'évolution, la tendance à long terme, est toujours haussière. La réponse à cette question, parce que je sais que tu te poses cette question, pourquoi elle est toujours haussière alors que finalement sur une action, on peut avoir un cours qui va lamentablement se planter à un moment donné? Eh bien la réponse à cette question est dans notre indice, le CAC 40, les 40 entreprises les plus importantes et aussi les plus performantes. Ça veut dire qu'à partir du moment où une entreprise n'est plus assez performante, eh bien on va la retirer et la remplacer par une entreprise qui, elle, est performante. C'est arrivé par exemple en mars 2024 où on a remplacé Alstom par Accor. Toi tu vis, toi tu crées. Enfin bref,
Tout ça pour dire qu'historiquement, les ETF répliquaient la performance d'un indice. Et on l'a vu avec le principe d'un indice, eh bien la performance est toujours au rendez-vous sur le long terme. Du coup, ça peut être intéressant de suivre nos indices, de répliquer la performance de nos indices au travers des ETF. Avec le temps, bien évidemment, le périmètre de nos ETF s'est agrandi. On peut suivre de nombreuses choses, de la pharma, de la tech, des matières premières. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici ni faire une liste car il existe aujourd'hui plus de 10 000 ETF dans le monde. Alors là, tu vas me dire, ouais, ça commence à faire beaucoup, alors comment je sais quel ETF je dois choisir? Eh bien, pour répondre à cette question, on va le faire en deux parties. La première partie, ce sera les paramètres importants à connaître pour pouvoir choisir son ETF. Et la deuxième partie, ce sera eh bien non, on va laisser un peu de suspense. Tu vas déjà voir la première partie et tu auras donc la deuxième partie qui répondra à cette question. Après, bah, du coup, la première partie. Et puisque c'est comme ça, eh bien, place à la première partie. Ici, on va lister les paramètres importants qu'il faut connaître pour choisir son ETF ou ses ETF. Un ETF, ça sert à reproduire la performance d'un indice ou d'un secteur. Dit autrement, il ne sert qu'à répliquer quelque chose. Ça ne sert à rien d'aller chercher directement des ETF. Il faut, dans un premier temps, identifier les indices ou les secteurs qui sont performants et dont on aimerait répliquer, reproduire, suivre la performance. Donc en premier, je vais identifier les indices, les secteurs dont je veux suivre la performance. À partir du moment où je connais les indices ou les secteurs dont je souhaite répliquer la performance, eh bien je vais pouvoir rechercher mes ETF qui vont répliquer la performance des indices ou des secteurs que je souhaite répliquer. Si avec tout ça, tu n'as pas compris qu'un ETF sert à répliquer, eh bien je t'invite fortement à relancer la vidéo. Pour nos ETF, on peut les identifier avec plusieurs composantes. On aura le nom, le ticker et le code ISIN. Tout d'abord, prenons le nom avec un exemple Nike, le ticker NKE et le code ISIN US suivi de 10 chiffres que je connais par cœur mais que je préfère laisser s'afficher tranquillement à l'écran. Le ticker est un code mnémonique composé généralement de 1 à 4 caractères et qui est généralement aidant. Dans le cas de Nike, ça l'est, NKE. Pour d'autres entreprises, ça l'est un peu moins. Par exemple, pour Vinci, c'est DG. Là, c'est un peu moins aidant. Il faut savoir que pour avoir un ticker, l'entreprise va en faire la demande et on va lui proposer une liste de tickers qui sont disponibles. Elle va choisir parmi cette liste. L'objectif ici est de faire en sorte qu'un ticker ne soit pas utilisé pour plusieurs entreprises, auquel cas le ticker ne servirait à rien. Il faut savoir qu'un ticker n'est pas lié indéfiniment à une entreprise, ça peut changer. Par exemple, si un produit vient être retiré, le ticker sera mis dans une liste d'attente et puis progressivement il sera mis à nouveau en disponibilité où une entreprise pourra le récupérer, l'utiliser de nouveau. Il faut savoir aussi qu'une entreprise peut avoir plusieurs tickers en fonction des places boursières où il est utilisé. Donc le ticker, c'est bien, mais ce n'est pas un sans erreur. Pour avoir un sans erreur, il y a le code ISIN pour International Securities Identification Number, avec un anglais parfait bien évidemment. Il est composé de deux lettres en fonction du pays d'émission. Pour Nike, c'est US pour United States, of course, suivi de 10 chiffres. Ce bloc nous donne un code unique qui va pouvoir identifier un produit financier unique. D'une manière générale, avec le code ISIN, je ne ferai jamais d'erreur. C'est la raison pour laquelle je recommande fortement de toujours utiliser le code ISIN pour identifier son actif, son produit financier ou son ETF. À partir du moment où tu l'as, tu pourras utiliser les tickers pour pouvoir rapidement passer en revue tes différents actifs, ETF ou produits financiers. Parce que finalement, tu connais tes produits et si la courbe qui s'affiche n'est pas en lien avec ton produit, bah, tu le sauras tout de suite. Par exemple, si tu as acheté quelque chose qui vaut 600 euros et qu'on te dit que ça vaut 6 euros, eh bien, il y a de fortes chances, en tout cas j'espère pour toi, que tu as fait une erreur de frappe. Car si ce n'est pas le cas, eh bien, tu es passé de 600 euros à 6 euros et là, j'ai un petit peu mal pour toi. Du coup, en deux, je vais identifier les ETF qui vont répliquer la performance de l'indice ou du secteur. Et pour identifier mes ETF, j'utilise préférentiellement le code ISIN. D'ailleurs, à chaque fois que j'informe sur quelque chose, je donne le nom du produit financier et également le code ISIN pour éviter toute erreur.
Je dispose de ma liste d'ETF et je vais pouvoir appliquer des filtres sur cette fameuse liste. Un des filtres que je peux appliquer, c'est par exemple avec quelle enveloppe je souhaite acquérir mon ETF. Est-ce que je vais le faire avec un PEA, un CTO, une assurance vie, un PER? Donc ça dépend de mes choix et de mes objectifs. À noter que pour toutes les enveloppes que je viens de citer, tu trouveras donc dans la description des liens vers des vidéos qui expliquent ce que sont ces enveloppes et comment les utiliser. D'une manière générale, j'ai une préférence pour acquérir les ETF avec un PEA, ce qui permet de diminuer les frais et surtout de maximiser au maximum, et ça fait un gros max tout ça, l'utilisation du principe des intérêts composés. De la même manière, tu trouveras une vidéo sur les intérêts composés, comment ça fonctionne et comment les utiliser pour booster ton patrimoine en description donc sous cette vidéo. À partir du moment où tu as choisi, imaginons que tu as pris le PEA, eh bien tu vas pouvoir regarder les ETF qui sont éligibles au PEA. S'ils ne le sont pas, tu les écartes, ça fera ton premier tri. Du coup, en 3, je regarde avec quelle enveloppe je veux acquérir mes ETF et puis je filtre en fonction de cette enveloppe et de l'éligibilité ou non à cette enveloppe sur mes différents ETF. Il faut savoir que les ETF peuvent être distribuants ou capitalisants. En effet, l'ETF, c'est un panier qui peut contenir par exemple des entreprises qui peuvent verser des dividendes. Le dividende, c'est la part de bénéfice que fait une entreprise et qu'elle va distribuer au niveau des actionnaires. Si l'ETF est capitalisant, le dividende sera automatiquement réinvesti au sein de ce même ETF. Ça peut être intéressant si tu veux augmenter ta participation au sein d'un ETF ou si tout simplement tu n'as pas envie de gérer les dividendes. L'ETF peut être distribuant, dans ce cas-là le dividende est versé sur un compte espèce. Ça peut être intéressant si tu souhaites réinvestir ce dividende sur un autre ETF ou un autre actif, ou si tu souhaites tout simplement profiter d'avoir des rentes. Dans tous les cas, le dividende, c'est génial pour augmenter la performance globale de ton investissement. Donc, en 4, je regarde si je veux un ETF qui est capitalisant ou distribuant. Chaque ETF est émis par un émetteur, du coup ça peut être intéressant de savoir qui se cache derrière nos ETF. Pour l'Ixor, on va retrouver la Société Générale, pour Amundi, on va retrouver le Crédit Agricole, pour iShares, on va retrouver BlackRock. Au plus l'émetteur est solide, au plus c'est réconfortant, et au plus l'émetteur est solide, au plus il va gérer des sommes importantes d'argent. Ces sommes, on va les appeler les encours, et généralement un encours important veut dire une bonne liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est la facilité et la rapidité à partir de laquelle je vais pouvoir acheter ou vendre un actif, un produit, un ETF. Si la liquidité est mauvaise, il y aura un écart entre le premier prix d'achat et le premier prix de vente. C'est ce qu'on appelle le spread. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si je veux acheter ou vendre, je vais devoir retrouver dans le carnet d'ordre le premier prix d'achat ou le premier prix de vente. On va prendre un exemple tout simple dans un marché et on va prendre la vente d'oranges. Imaginons donc que nous sommes dans un marché avec énormément de monde et des acheteurs et des vendeurs qui sont d'accord sur un prix, à savoir 2 euros le kilo. Et bien dans ce cas-là, en tant que vendeur, je sais que je vais écouler mon stock à 2 euros le kilo. En tant qu'acheteur, je sais que je vais pouvoir acheter des oranges à 2 euros le kilo. Tout le monde est content, la liquidité est bonne. Deuxième cas de figure, il y a beaucoup moins de monde et j'ai un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Je peux avoir soit plus de vendeurs que d'acheteurs, soit plus d'acheteurs que de vendeurs. Si j'ai plus de vendeurs que d'acheteurs, eh bien à un moment donné, il y a bien un acheteur, enfin plutôt un vendeur, qui va se dire je ne vais pas vendre à 2 euros le kilo, je vais faire une offre inférieure à 1,80 €, 1,60 €, je ne sais pas, pour pouvoir appâter l'acheteur. Et on pourrait avoir une course à l'échalote où les autres vendeurs vont faire la même chose et on va se retrouver avec un prix qui sera de plus en plus bas. L'acheteur ici est en position de force et le vendeur est en train de rogner sur sa plus-value ou de vendre à perte. Autre cas de figure, il y a très peu de vendeurs et beaucoup d'acheteurs et le vendeur est certain qu'on veut lui acheter à tout prix ses oranges. Pourquoi vendre ses oranges à 2 euros le kilo quand il peut les vendre à 2,50 €, 3 euros, 3,50 €, je ne sais pas jusqu'où on peut monter, mais en tout cas, il va en profiter. Au niveau de l'acheteur, eh bien, ce sera de se dire, est-ce que je veux absolument des oranges? Et si je veux absolument des oranges, je ne les aurai pas à 2 euros le kilo, je les aurai bien plus chers. Voilà ce qu'on arrive à avoir quand on a des problèmes de liquidité. Du coup, en 5, je vérifie donc l'émetteur, l'encours de l'émetteur qui va rimer avec la liquidité. Au plus la liquidité est bonne, au plus je sais que je vais pouvoir vendre facilement, rapidement et au prix que je veux.
eh bien mon ETF ou mon actif, mon produit financier. Un ETF est comme un panier rempli de produits, sauf que ce panier, ce n'est pas nous qui l'avons complété, c'est quelqu'un d'autre et tout travail mérite salaire. On va donc parler des frais relatifs aux ETF. Et de quoi parlons-nous au niveau des frais? Des frais d'entrée et de sortie, 0 €. Des frais de transaction, il y en a très peu. Généralement, quand on les trouve, c'est 0,0x%, 0,02%, 0,03%, etc., etc. Et les frais de gestion. Là, pour le coup, ils sont tout le temps là. En moyenne, ils sont à 0,25%. Ça veut dire que des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Au niveau des frais, tu vas peut-être voir le TER, le Total Expense Ratio, qui comprend donc l'ensemble de nos frais, donc les frais de commission, frais juridiques, frais administratifs, donc c'est tous les frais que vont devoir supporter nos émetteurs, donc ce qu'on va appeler grosso modo la commission. Le TER n'est pas fixé au moment où je vais acheter l'ETF, il est fixé en fonction du cours de l'ETF sur le marché. Ok, on a les frais, mais il faut regarder également la performance de notre ETF, car tous les ETF n'auront pas la même performance. Là, tu vas me dire, c'est bizarre, l'objectif d'un ETF, c'est de répliquer la performance d'un indice ou d'un secteur. Eh bien, ils le font plus ou moins bien. Cela dépend notamment des frais que doivent supporter les émetteurs ou également donc des petits mécanismes qu'ils ont mis en place pour améliorer un peu la performance, voire surperformer l'indice ou le secteur qu'ils suivent, tel que le prêt de titre. Donc il faut regarder à la fois les frais, mais également la performance globale, car des fois tu pourras avoir plus de frais d'un côté, mais une performance globale qui est bien meilleure, et donc ce serait plus intéressant de payer un peu plus cher en termes de frais, mais d'avoir au final plus d'argent. Du coup, en 6, je regarde les frais et également la performance globale de mon ETF. On vient de parler de performance et la performance se fait aussi au niveau de la qualité de la réplication. Est-ce que notre ETF réplique correctement la performance de l'indice ou du secteur qu'il suit? Cette réplication, on peut la voir sur deux tendances, une tendance long terme et une tendance court terme. Sur le long terme, on va plutôt parler de tracking difference. Si par exemple mon indice affiche une performance de 10%, est-ce que mon ETF à la fin affiche lui aussi une performance de 10%? La tracking error, ce sera plutôt sur le court terme. Ce sera plutôt une mesure de stabilité. Jour après jour, donc mon indice, le cours de mon indice va évoluer. Est-ce que mon ETF va coller au plus près de cette évolution? Exemple global, j'ai par exemple un indice qui a une performance de 10%, mon ETF a lui aussi une performance de 10%. La tracking difference est correcte. Si je regarde jour après jour l'évolution du cours de mon indice, je vois qu'entre l'évolution du cours de mon indice et l'évolution du cours de mon ETF, il y a de légères différences, de légères, on va dire, instabilités qui peuvent être de 0,09%, 0,1%. Eh bien, on va dire que la tracking error est perfectible. Voilà la différence entre les deux. Donc, en 7, je regarde toujours la qualité de réplication de mon ETF. Un ETF peut être physique ou synthétique. La différence entre les deux est assez simple. Dans le cas d'un ETF physique, eh bien l'ETF va posséder réellement les titres de l'indice qu'il suit et dans les mêmes proportions. Au niveau de l'ETF synthétique, il n'y a pas donc cette histoire de titres, on est plutôt sur des histoires d'accords, de contrats entre différentes parties et ces accords et ces contrats, l'objectif c'est de répliquer la performance de l'indice ou du secteur que l'ETF suit. Tu entendras parler de swap, qui veut dire échanger en anglais, donc de contrat swap. On va échanger des flux financiers contre d'autres flux financiers, toujours dans cet objectif de répliquer, de reproduire la performance d'un indice. Et ces contrats, il y aura bien évidemment des échéances et des conditions bien particulières. Au niveau d'un ETF physique, eh bien finalement l'intermédiaire est obligé de détenir les titres, ce qui veut dire que si l'intermédiaire venait à disparaître, on va donc transférer ces titres à un autre intermédiaire et nous, en tant qu'investisseurs, eh bien, on est sécurisé, on va récupérer notre capital. En termes de transparence, le TF physique est également assez simple. Si on est dans le cas du CAC 40, eh bien, je vais retrouver mon kilo d'orange. Il y a aussi des limites à l'ETF physique en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, dans le cas d'un PEA, une enveloppe PEA, si je veux suivre, répliquer le S&P 500 avec un ETF physique, je ne pourrais pas car l'objectif d'un PEA et le périmètre d'un PEA est plutôt lié à l'Europe.
En revanche, avec des ETF synthétiques, je vais pouvoir, au travers de mon PEA, répliquer le S&P 500. Bon, il n'y a pas que des avantages à notre ETF synthétique, tu l'as compris, il y a toujours cette histoire de titres. Et il y a aussi une histoire de transparence, comme on n'achète pas des titres, mais on est plutôt sur des accords, sur des contrats, eh bien un contrat, c'est beaucoup plus opaque qu'un achat simple de titres. Voilà donc en 8, la question à te poser, c'est est-ce que tu veux du physique et du synthétique en fonction de tes objectifs et à quel point tu es prêt à déroger à cette règle pour aller attraper de la performance qui se situe en dehors de l'Union européenne. Allez, dernière partie de notre première partie de réponse sur les ETF. On va parler de couverture. Et quand je parle de couverture, je ne parle pas des super couvertures, les couettes dodo que l'on retrouve à les prix cassés au niveau du mois du blanc. Dodo, si tu m'entends, ce n'est pas un appel au sponsoring car je ne sais pas comment je vais placer des édredons entre des indices boursiers. Quand je parle de couverture, je parle de couverture de risque de taux de change. Et oui, il y a des ETF qui officient donc dans des territoires étrangers, donc au nôtre, avec des devises qui sont différentes de la nôtre. Par exemple, si tu prends un ETF qui réplique le S&P 500, les entreprises du S&P sont en Amérique, donc elles sont cotées en dollars et non pas en euros. En plus de la performance, il y aura donc l'évolution du cours euro-dollar à prendre en compte. Si l'euro s'apprécie face au dollar, eh bien tant pis pour toi, dans le cas du S&P 500. Si c'est le contraire, eh bien tant mieux pour toi. Si tu n'as pas envie de rajouter cette composante, ce paramètre en plus, il existe une solution, ça s'appelle prendre des ETF hedgés. Hedger. Bref, tu vois comment ça s'écrit à l'écran. Avec un ETF de ce type, tu seras couvert contre le risque de taux de change. En contrepartie, les frais seront bien plus importants. À noter que généralement sur du long terme, le hedgé c'est surfait. Donc en neuf, est-ce que tu veux un ETF hedgé ou pas? On vient de terminer de répondre à la première partie et tu as vu de nombreux paramètres à prendre en compte pour pouvoir choisir tes ETF. Donc c'est génial, mais si tu te souviens bien, à un moment donné, j'ai dit qu'il y avait plus de 10 000 ETF dans le monde. Donc la question de fond reste posée. En tout cas, je pense que tu l'as toujours en tête, cette question de fond, à savoir comment je fais pour sélectionner parmi ces plus de 10 000 ETF les ETF les plus performants. Donc on arrive à la seconde partie de notre réponse. Et pour répondre à cette seconde partie, je pourrais commencer en disant, bah, écoute, tu tapes sur un moteur de recherche, je veux avoir la liste des meilleurs ETF du monde, the best of the world, et puis finalement, tu prends l'information que tu trouveras. L'information est-elle de qualité, oui ou non? Et si elle est de qualité, est-elle encore valable? A-t-elle été mise à jour? Donc il y a une grande probabilité que ce ne soit pas le cas. Une information qui est valable à un moment donné ne le sera plus à un autre moment. J'ai déjà vu donc des listes comme ça sur Internet et aussi j'ai entendu des erreurs qui ont été faites en suivant donc aveuglément ces listes sans se poser la question de la date de péremption de l'information. Par exemple, tu vois une liste qui te dit ben, il y a un ETF qui réplique un indice qui a fait 36%, il faut y aller. Donc tu y vas, info bonne un jour, info bonne toujours. Tu mets 10 000 euros dessus et finalement l'indice en question, l'année d'après, il fait moins 28%. Tu espères avoir 3 600 euros de gain, tu te retrouves avec 2 800 euros de perte. La réponse à cette question, ce sont des listes de qualité qui sont régulièrement mises à jour. Dans ces listes, tu vas retrouver tous les éléments qu'on a vus précédemment et bien plus encore, par exemple la tendance des indices. Et oui, historiquement, on l'a vu, les ETF répliquent les indices. Donc en majorité, tu as énormément d'ETF qui vont répliquer des indices. Ça peut être intéressant d'avoir la tendance des indices principaux pour pouvoir voir quand un indice est en perte de vitesse et pouvoir sortir de cet indice, donc sortir de cet ETF. Voilà, donc j'en dis pas plus sur cette partie-là. On va revenir sur ces fameuses listes où tu vas retrouver le nom des meilleurs ETF, tu vas retrouver le code ISIN, bien évidemment, pour ne pas avoir d'erreur, pour ne pas te tromper donc d'actifs, de produits financiers. Tu vas retrouver la performance actuelle, la performance historique, tu vas retrouver les frais, tu vas retrouver également donc des simulations. Si j'avais mis 10 000 euros à tel moment, combien j'aurais actuellement? Donc toutes ces informations sont là et elles sont là sous différentes devises en euros, en CHF, donc le franc suisse, en dollars. Pourquoi? Eh bien, l'objectif d'un ETF, c'est aussi de diversifier.
Pourquoi tu ne vas pas diversifier aussi sur les devises? Être 100% euro, 100% dollar ou 100% quelque chose d'autre, ce n'est pas diversifié. Pour avoir accès à ces listes de qualité régulièrement mises à jour, eh bien, je te propose de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de partager cette vidéo, de mettre un commentaire donc sous la vidéo. Ça peut être par exemple money, 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 must be funny. Non, mais juste monnaie une seule fois, ça ira. Et aussi de suivre le QR code ou de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour être dirigé vers ces fameuses listes. Voilà, on a fait le tour ici. À présent, tu as toutes les informations pour pouvoir mettre de l'argent, donc investir sur des ETF. Et puisque tu as toutes les informations, et bien maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu souhaites définir tes objectifs et atteindre ces mêmes objectifs, rends-toi sur rich.vision. Tu y trouveras des articles de qualité afin de comprendre l'essentiel, des produits afin de maîtriser les règles du jeu et de gagner la partie, des opportunités, je vais te donner ici un gros coup de pouce financier afin d'accélérer ta vitesse financière et les newsletters afin d'être informé en direct de ce qui se fait de mieux. Et puisqu'il te reste à cliquer, et bien maintenant, c'est à toi de jouer.